Lumière. 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 Lumière sur l'histoire des vins de Côte du Couchois avec Florian Mouret, doctorant au laboratoire Artéis à Dijon. Sa robe est rubis intense, son arôme est légèrement fruité, cerise, mûre, groseille, voire un peu de sous-bois. Tout en étant charnu, il est légèrement acide, issu d'un pinot noir. Ce vin bourguignon n'est pas très connu. Pourtant, il est issu d'un terroir magnifique dans le plus beau département de France, le Couchois en Saône-et-Loire. Bon, je suis un tantinet chauvine, mais en revanche, je suis très heureuse aujourd'hui de recevoir Florian Mouret, qui est doctorant au laboratoire Artéis et qui fait sa thèse sur le vignoble du Couchois. Bonjour Florian, mais qu'est-ce qui vous a conduit sur ce territoire ? Racontez-nous l'origine de votre thèse. Bonjour à tous. J'ai atterri à Artéis après une longue réflexion et un questionnement sur la voie professionnelle que je voulais entreprendre au cours des années à venir. Et en fait, ça a commencé en 2006 quand je suis arrivé en Bourgogne. Je venais d'être fraîchement nommé comme professeur de SVT dans l'académie. J'étais sur Nolay à l'époque. Et j'ai entendu une émission à la radio qui faisait la promotion de l'UTB, donc l'Université pour tous de Bourgogne, avec des cours du soir en œnologie. J'ai pris mon mal en patience puisque j'ai attendu 2 ans avant de pouvoir faire ces cours du soir. Et de là est née une passion pour le vin. J'étais déjà au fait des terroirs. En venant du Doubs, j'avais pour base le terroir du comté. Et en fait, en 2009, j'ai entamé une forme de diversification professionnelle, puisque après les cours du soir, j'ai fait un DU dégustation par la connaissance des terroirs. Ensuite, l'année suivante, j'ai fait un diplôme de technicien en œnologie, donc c'est pour apprendre les bases pour faire du vin. Et puis, vu que ça m'intéressait beaucoup et que j'ai rencontré plein de monde intéressant, j'ai rencontré mon futur directeur de thèse avec qui j'ai discuté. Et en fait, j'ai attendu 2 ans pour faire un master environnement, mention vin, vin et terroir à l'UVV. Et là, ça a été la révélation. Donc, travail sur les terroirs, synthèse de toutes les connaissances que j'avais acquis pendant ma formation en biologie, en géologie. Et j'ai découvert l'histoire. Et donc, en découvrant l'histoire, je me suis plongé dedans. J'ai fait un mémoire de maîtrise qui a été en partie publié sur un climat qui s'appelle les Boutières, au pied de la butte de Corton, qui est positionné sur 3 villages, à savoir Pernan-Vergelès, Alox-Corton et Savigny-les-Beaunes. Et il avait une position extrêmement particulière. Donc, 6 mois de recherche pour aboutir à une publication, pour se rendre compte que le terroir, c'est aussi l'affaire des ententes entre vignerons et des ententes entre humains. Et puis, chemin faisant, j'ai attendu quelques années. Avec Jean-Pierre, on avait décidé de faire quelque chose sur un territoire plus grand pour appliquer ce que j'avais fait sur la butte de Corton à une échelle plus grande. Et donc, on est venu à discuter de travailler sur un territoire de marge. Et entre-temps, il s'avère que je m'étais installé dans le Couchois parce que je trouve la région très jolie. C'est central par rapport aux villes du département et en fait on s'est installé là avec ma femme et du coup je suis rentré en doctorat d'histoire du vin, en géohistoire du vin avec Jean-Pierre Garcia comme directeur de thèse. Et me voilà arrivé au labo Artéis, on est en 2019. Ce n'est en fait que la continuité de mon cursus. En fait, moi j'aime bien découvrir les choses et aller à fond dedans, donc tant que j'ai pas fait le tour, en fait, j'ai envie de poursuivre. D'accord. Donc en fait, votre thèse, c'est une enquête géohistorique sur un territoire viticole de Bourgogne en mutation. Et comment ça se passe ? C'est quoi la démarche ? Alors, la démarche, elle est sous forme d'une enquête. Donc quand on fait une enquête, on est obligé de chercher des indices. Et en fait, le Couchois, c'est un endroit un peu particulier parce qu'il a énormément de bâtis anciens, qui sont étudiés par des historiens spécialistes de différentes périodes, donc l'époque carolingienne notamment, et puis l'époque médiévale avec le château de Couches. Et en fait, en observant le corpus bâtimentaire du village, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un décalage entre le niveau d'appellation du vignoble par rapport aux autres villages, par rapport à la quantité de bâtiments qu'il y avait dans le village.
Donc en fait, il y avait quelque chose d'anormal, en tout cas qui posait questionnement. Et donc du coup, j'ai compilé les nombreux travaux. Donc le premier travail, c'était un travail de synthèse de tous ces historiens pour voir ce qui évoquait le sujet du vin et du vignoble. Donc je me suis rendu compte que la plupart des travaux d'historiens en parlaient un tout petit peu, mais ils en parlaient et il y avait un fil continu qui n'avait jamais été traité ni étudié. Donc en fait, mon boulot d'enquête, c'est ça, c'est de reconstituer l'histoire sur le temps long en prenant ce qui a déjà été fait et en intégrant les nouvelles données, donc les archives qui ont été utilisées mais pas sous l'angle du vin, les archives publiques, les archives privées qui n'ont jamais été utilisées et que certains couchois m'ont gentiment donné accès. Et puis, la thèse, en fait, ça va être une synthèse de tout ça. Et l'objectif, c'est de montrer comment le couchois et la construction du vignoble s'est intégré dans l'histoire viticole et l'histoire en général de la Bourgogne et de la France. Parce qu'on va retrouver un certain nombre de personnages importants qui ont contribué à l'histoire de la France et qui sont passés par le couchois. Alors, vous recueillez de nombreuses informations par des sources diverses. Vous les analysez par tranche de temps. Mais alors, est-ce que vous avez besoin de connaître le latin, de connaître le vieux français, ou est-ce que tout est facile? Comment ça se passe? Ou est-ce que vous vous faites aider par des tiers? Alors, quand on fait un travail comme ça, on est obligé d'aller chercher dans les archives. Et en fait, le couchois a une position politique particulière, c'est qu'il était divisé entre le royaume de France et le duché de Bourgogne. En tout cas pendant une période. Ce qui fait qu'en fait, les archives, elles se sont réparties entre différentes villes. Les archives ducales, elles sont à Dijon, la partie château de Couche notamment, et les archives religieuses, elles sont un petit peu à Autun, mais elles sont aussi beaucoup aux archives départementales de Saône-et-Loire. Donc déjà, il a fallu que je commence par là. Ensuite, ça m'a emmené aux archives départementales de Haute-Saône. Je me suis retrouvé aux archives du Creusot, les académies François Bournon, pour tout ce qui était archives industrielles en lien avec le vin, et à la BNF et aux archives nationales. Et donc, je me suis retrouvé avec une quantité d'archives gigantesques, environ 15 000 archives à décortiquer, à analyser, et là-dedans, il y a un peu de tout. Donc, en fait, il y a tous les styles, français, etc. Donc, j'ai dû apprendre à relire un peu le latin du Haut-Moyen-Âge, pour tout ce qui était archives du Haut-Moyen-Âge jusqu'au XIe siècle. J'ai dû apprendre à lire le vieux français, qui évolue beaucoup en fonction des époques, notamment jusqu'à l'époque moderne. Après, le style est un peu plus facile à lire pour l'époque contemporaine. Mais à chaque fois, il y a du travail, et donc du coup, je m'appuie beaucoup sur les travaux des historiens qui sont spécialistes du sujet, notamment tout ce qui a été charte latine, avec le CBMA, à Dijon, je crois. Et puis, bien sûr, avec l'aide de mon directeur de thèse et puis de certains collègues comme Guillaume Grillon ou Thomas Labbé. Alors, j'imagine que toutes les périodes historiques particulières, comme les guerres ou les périodes où il y a des cycles climatiques importants, quand il y a eu soucis au Moyen-Âge, où il y a eu quand même un temps assez long, où il y a eu un hiver très très long, j'imagine que ça, c'est rapporté dans les archives, et pour ce qui vous intéresse, ça peut être des données super intéressantes. Effectivement, comme je suis sur une démarche régressive, l'objectif c'est d'étudier chaque époque et d'attraper les indices qui sont dans les archives de manière à pouvoir les utiliser pour comprendre l'époque d'avant. Et à chaque fois, en fait, chaque fois qu'il y a eu une crise, une guerre, un changement important dans la vie des gens, en fait, c'est documenté. Parce qu'à ces périodes-là, on fait beaucoup de documentation, il y a beaucoup d'archives fiscales, d'archives administratives qui relaient tout ça. Il y a aussi beaucoup de carnets de raisons. Et en fait, avec tout ça, on peut définir un certain nombre de choses. Alors, pour parler des périodes compliquées, on peut parler notamment du changement de la période romaine avec l'émigration barbare. On peut aussi voir l'installation des Carolingiens. Et puis après ça, on peut remonter, mais on va avoir, par exemple, au moment des guerres de religion, il y a une redistribution des biens des protestants aux locaux. Tout ça, c'est documenté. J'ai retrouvé ça aux Archives nationales de Paris. Et puis, à côté de ça, vous avez des périodes historiques qui sont documentées localement.
Ça a été le cas pour la Révolution avec la vente des biens nationaux. Il y a eu l'évolution sous Napoléon Ier, qui était quand même quelqu'un qui était conquérant, notamment l'évolution des chemins, des routes, etc. Et puis il y avait aussi la mise en place, le changement de statut de la propriété, initié avant Napoléon, mais initié sous la Révolution, mais qui a perduré dans le temps et qui s'est vraiment modifié pour laisser une place aux nouveaux propriétaires, aux grands bourgeois et aux petits vignerons. Voilà. Et donc du coup, à chaque époque, on peut sortir des informations et construire comme ça l'histoire du vignoble. Est-ce que vous travaillez avec des climatologues du passé? Je sais qu'il y en a dans certains laboratoires sur Dijon, parce que le vignoble du Couchois, il est peut-être plus sensible aux intempéries, suivant comment il est positionné. On va avoir un certain nombre de données, notamment sur les bancs de vendange, qui vont nous permettre de comparer aux travaux qui ont été réalisés notamment par Thomas Labbé, avec les bancs de vendange de Dijon et de Beaune. Je ne sais pas si j'aurai le temps pendant ma thèse de travailler tous les marqueurs pour le climat. Il y en a certains que je vais utiliser, effectivement. Mais Thomas Labbé, il a beaucoup travaillé là-dessus et il a notamment sorti un livre sur les catastrophes naturelles au Moyen-Âge qui va sans doute m'être d'une grande aide. Après, il travaille dans la lignée d'historiens qu'il connaît bien, comme Serge Briffaut ou Grégory Quenet. Et bien sûr, le maître en la matière, Monsieur Leroy Ladurie. Et en fait, c'est un apport. Le climat, les périodes climatiques, l'ensemble de ces données, ça va être un apport pour savoir comment le vin il était fabriqué à l'époque, mais aussi quel statut il avait et comment il servait aux habitants. Est-ce que c'était un vin qui rapportait beaucoup d'argent? Est-ce que c'était un vin qui était utilisé comme aliment et produit de première nécessité? En fait, on va pouvoir comparer les données des archives avec les données climatiques de manière à pouvoir expliquer plus finement ce genre de choses. J'imagine aussi que toute l'iconographie peut être une source importante d'informations sur l'étendue variable aussi de la vigne dans le paysage. Oui, alors l'iconographie, c'est quelque chose qui est beaucoup étudié dans le vin. Alors, l'iconographie au sens des représentations figurées. Alors, dans le Couchois, elle est extrêmement intéressante parce que, en fait, l'iconographie, elle est importante. Ils ont repris beaucoup d'éléments historiques et de marqueurs religieux à leur compte pour en faire des mythes qui leur ont permis de s'individualiser au sein de la formation de cette Bourgogne, notamment à partir du XVIIIe jusqu'au XXe siècle. Alors, pour exemple, le mythe de la vivre. Alors, la vivre à Couches, c'est quelque chose, puisque tous les 20 ans, il y a une fête qui draine entre 30 et 40 000 personnes sur un week-end. En général, c'est fin août. La prochaine édition, elle aura lieu en 2028. Donc, j'invite tout le monde à venir y faire un tour. C'est absolument hallucinant. Le comité des fêtes de Couches a déjà commencé à préparer ça, mais ils ont repris la vivre. En fait, c'est un dragon, la vivre. Et en fait, à Couches, il y a un prieuré qui s'appelle le prieuré Saint-Georges. Saint-Georges, c'était le saint qui luttait contre le dragon. Et en fait, ils ont pris une iconographie religieuse, ils l'ont païanisé pour en faire un élément d'unification au sein de la population et se les approprier pour mettre en avant les valeurs qui sont les leurs, qui se retrouvent aussi dans le rugby, qui sont la fête, la communauté, le partage, la solidarité, etc. Alors il y en a d'autres, ils font une autre fête qui s'appelle la fête de la folie. La folie, c'était un pain plat à base de safran, un pain azime à base de safran, et c'était servi avec un verre de vin, enfin un quart de vin, et en fait ça fait vraiment référence à l'Eucharistie. Donc encore une fois, ils ont réutilisé quelque chose qui était ancré dans les gens qui les ont dominés pendant longtemps, et ils l'ont détourné pour en faire une forme de lutte sociale et la remettre à leur sauce, si j'ose dire, pour en faire quelque chose de plus populaire. Donc l'iconographie, on la retrouve vraiment. Il y a Marguerite de Bourgogne aussi, le château de Couches. Alors il y a eu plein d'études sur le fait que Marguerite de Bourgogne, elle est venue ou elle est pas venue. Je veux vexer personne aujourd'hui, c'est pas le jour. Mais en fait, ils ont un certain nombre de mythes comme ça qu'ils ont réinvestis pour redynamiser le territoire et en faire quelque chose de nouveau pour se singulariser de manière à valoriser leur territoire et leur vignoble. Ça, c'est la créativité bourguignonne. Alors, à l'occasion de vos premières investigations, avez-vous eu des surprises? Avez-vous des anecdotes à nous partager? Alors, il y a plusieurs choses qui vont être assez
intéressantes dans la thèse. C'est par exemple Napoléon a fait un passage sur l'Autunois. Il a été à l'école au séminaire d'Autun, et en fait le séminaire d'Autun sous les jésuites. Alors quand Napoléon y était, c'était plus les jésuites, mais sous les jésuites, il y a eu en fait le séminaire d'Autun a été placé dans le prieuré de Couches pour avoir un revenu. Donc en fait, les habitants de Couches avaient des préférences pour pouvoir rentrer au séminaire d'Autun. Et les jésuites, pendant quasiment un siècle, même un siècle et demi, ont utilisé les ressources du prieuré de Couches pour financer le séminaire d'Autun. Et quand Napoléon arrive, il vient avec son frère. Napoléon ne reste pas longtemps. Et j'ai retrouvé des archives où, par exemple, on voit le montant des inscriptions, et dans les mêmes archives, ils parlent du vin qu'ils vont acheter pour la cantine, parce que les élèves, ils buvaient du vin à la cantine. Et en fait, quand on compare les prix avec ceux du prix du vin de Couches, étant donné que la totalité des religieux faisaient leur vin sur le Couchois, en fait, c'est les mêmes prix. Donc, on se rend compte que Napoléon, peut-être, il buvait du vin du Couchois à la cantine. C'est rigolo. Voilà, il y en a d'autres, il y en a plein, des archives comme ça, mais il va y avoir un éclairage sur les vins fins et les vins communs, et notamment le fait que, en fait, les vins communs, dans la politique marketing de l'interprofession des vins de Bourgogne depuis les années 60 en lien avec l'INAO, les vins communs n'ont pas de place. On a mis le paquet sur les vins fins pour redynamiser le vignoble de Bourgogne. Mais en fait, les vins communs ont eu une place extrêmement importante dans l'économie, puisque, par exemple, au début du 19e siècle, quand on reprend les statistiques, plus de 90% du vignoble, il était planté avec des gamets et des vins communs. Et en fait, il rapportait beaucoup, et il permettait à tous les propriétaires de tirer une manne assez importante au niveau économique. Et tout ce qu'on raconte autour des vins fins, ça s'est passé de manière à pouvoir valoriser les vins fins et amener une nouvelle dynamique commerciale qui permettait d'aller sur des vins plus valorisés. Notamment, ça a été facilité par la politique d'ouverture à l'international de Napoléon III et à la diversification industrielle qui a eu lieu dans la deuxième moitié du 19e. Donc on a vraiment, par l'étude du vin, on voit vraiment ce qui s'est passé au 19e en Bourgogne, et on voit progressivement que la communication sur les vins fins, elle s'est mise en place à partir des années 1850, puis qu'ensuite elle s'est développée petit à petit avec la mise en place des AOC jusqu'à la valorisation des climats qu'on a aujourd'hui. Alors oui, les climats. Il y a qu'en Bourgogne où on parle de climat. Alors, dans le vin, oui. Oui, c'est ça, dans le vin. Là, on parle plus de climatologie, hein, on parle de climat en viticole, voilà, viticulture. Voilà. Alors, les climats, c'est une notion qui est assez ancienne. On a retrouvé des traces depuis le 15e, 16e siècle. Et en fait, cette notion, elle est évolutive. C'est-à-dire qu'au début, c'était une notion non restrictive. C'était une ouverture sur le paysage. Un climat, c'était ce qu'on voyait jusqu'à l'horizon. Et petit à petit, la notion, elle est devenue restrictive. On s'est mis à utiliser le mot climat pour décrire des portions de territoire. Par exemple, dans le Couchois, on décrit des portions de territoire au XVIIIe siècle. En gros, ça fait la surface d'un gros coteau. Donc, elle devient déjà restrictive, mais elle n'est pas encore utilisée comme valorisation pour définir des crus. Et en fait, le climat pour définir des crus, c'est apparu au XVIIIe siècle pour une élite de la Bourgogne qui cherchait un moyen de mettre en place une nouvelle communication pour valoriser les vins fins. Et donc, du coup, là où on faisait du vin commun, on n'a pas les vendeurs, donc les fabricants de vin, les propriétaires de domaines, n'ont pas utilisé ce mot climat et ont continué à vendre du vin commun sans avoir à utiliser la nouvelle rhétorique du marketing. Il faut savoir que cette rhétorique de climat, elle s'est mise en place sous Louis XIV pour différencier les classes sociales supérieures des classes sociales inférieures et pour pas utiliser le mot terroir qui était péjoratif. Et petit à petit, ça a été repris comme une portion de territoire valorisée pour devenir la notion restrictive qu'on connaît aujourd'hui. Un climat, c'est une petite portion de territoire où il y a des vignes plantées qui sont associées à un cru particulier. D'accord. Et alors, c'est quoi la différence avec les appellations ? Alors, les appellations peuvent être des climats, mais pas que. C'est-à-dire qu'une appellation, c'est une hiérarchie dans le vin. Le système bourguignon a été repris un peu partout. Appellation Bourgogne, donc régionale,
village et premier cru, grand cru. Et en réalité, aujourd'hui, les climats, ils sont surtout utilisés dans les premiers crus et dans les grands crus. En tout cas, c'est comme ça que ça a été mis en place pour le dossier de classement à l'UNESCO dans les années 2015. Mais en réalité, aujourd'hui, il y a des vignerons qui l'utilisent aussi pour les appellations village et régional. Donc, en fait, un climat, c'est une valorisation supplémentaire dans un niveau d'appellation hiérarchique, utilisé surtout dans les premiers crus et les grands crus. Et on a poussé jusqu'à l'ultime où certaines appellations sont devenues des appellations climat. C'est-à-dire que, par exemple, le Clos de Bèze à Gevrey-Chambertin, c'est un climat et en même temps une appellation grand cru. Pareil pour le Clos Vougeot ou les appellations Corton. Alors, merci beaucoup. On vous écouterait pendant des heures et on clôturerait bien ça par la dégustation d'un verre de vin du Couchois avec modération, bien entendu. On sera très attentif à la suite de votre thèse, parce que je pense que derrière, il y aura des publications. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. C'était Lumière sur l'histoire des vins de Côte du Couchois avec Florian Mouret, doctorant au laboratoire Artéis à Dijon.